en a d'autres? Oui. Thierry, David? Non? Sandrine, François? Comment? Il devrait être en institution et pas dans la classe. Il devrait être en institution et pas dans la classe. L'hôpital aussi. D'accord. En tout cas, il ne devrait pas être à l'école. C'est ça. D'accord. Geneviève, encore une? Comment vont réagir les élèves ordinaires? Ok. Mais pas de positif là, tout ça, c'est du négatif. Ah ouais. On n'a dit pas de commentaire, mais c'était une excellente remarque. Oui. Justement, finalement, ils s'en sortent bien. Finalement, ils s'en sortent bien. Avec le finalement. On en prend encore un ou deux? Oui, Loïc? Souvent, ils ont du mal à faire la différence entre handicap et fainéantise. Est-ce qu'il est feignant ou est-ce qu'il joue sur son handicap? D'accord. S'il travaillait plus. On n'a dit pas de commentaire. Oui, Thierry? Les enfants du voyage sont les meilleurs élèves. Les enfants du voyage? Sont les meilleurs élèves. Les enfants du voyage sont les meilleurs élèves. Encore une, Mohamed? Dans le même sens, ils sont très gentils, ces enfants, ces élèves de lycée. Ils sont très gentils, ces élèves d'Ulysse. Oui. Ils sont faibles mais ils sont très motivés. Ils sont faibles mais très motivés. Oui, une dernière? Il ne faudrait s'occuper que de lui. Il ne faudrait s'occuper que de lui. Bien. Alors, ce que je vous propose de faire, en fait, c'est, on va garder la mémoire de tous ces items là, puisque Sylvie les a écrits, et je vais donner la parole à Michael sur, eh bien, le point suivant, ce que la recherche nous dit. Et ensuite, on fera un retour sur, eh bien, est-ce qu'on avait raison de dire ce qu'on a dit lors de ce petit tour de table. D'accord? Et puis, bien sûr, on verra ce qu'il reste comme question en suspens. Alors sur tous ces points-là, il y a un élément sur lequel je pense qu'on peut tous et toutes s'accorder, c'est que ces différentes observations-là, elles ne sont pas documentées. Elles ne sont appuyées par rien. Ça relève de la perception, parfois un peu de l'expérience, mais est-ce qu'un cas isolé veut dire que c'est une généralité? Et donc en fait la difficulté, c'est pour ça que François en préambule parlait de manière peut-être un peu provocante de Café du commerce, mais moi je vais l'assumer. Quand on parle d'éducation au sens large, vous le savez, hein, déjà tout le monde a un avis sur la manière dont on doit procéder. Et alors sur la question de l'école inclusive, c'est encore plus vrai, où les gens ont des idées préconçues, mais finalement elles ne sont appuyées sur rien. Et l'objectif pour moi, à travers les éléments que je vais vous donner, qui ne répondent pas point par point à tous les points que vous avez soulevés, mais qui apportent des points qui me semblent centraux dans les connaissances que les enseignants doivent avoir, c'est pas de vous convaincre, j'ai pas choisi les éléments qui appuient mon discours, j'ai été prendre dans la littérature des éléments qui reviennent de manière régulière pour vous outiller dans votre réflexion par rapport à ces éléments-là. Alors, la première idée reçue dont je voudrais vous parler, c'est celle-ci, et que quelqu'un a peut-être dit, je n'ai pas tout entendu, que j'étais parti un petit moment.
les élèves ordinaires ne progressent pas autant qu'ils le devraient lorsqu'un élève a besoin éducatif particulier dans la classe. Quelqu'un a dit on devrait s'occuper que de lui. On est typiquement confronté à ce genre de discours. Et ça, à la fois de la part des collègues, mais aussi des parents, qui peuvent nous dire « Ah non, mais attendez, pourquoi il est dans la classe? Il va ralentir mon gamin, il faut trouver une autre solution, etc. etc. » Alors, c'est une crainte qui est recevable, effectivement. Si on considère que l'on doit engager plus de ressources pour accompagner cet élève-là, alors potentiellement j'ai moins de ressources pour m'occuper des autres. Donc ça peut être une crainte qui est recevable. Moi, ce que j'ai voulu aller voir, c'est comment est-ce que c'était documenté dans la littérature, cette crainte-là, et si on pouvait trouver une régularité autour de ça. Alors, j'ai choisi de vous montrer quelques exemples d'études que je vais passer un peu vite. Alors, j'ai volontairement voulu, pour certaines études, vous donner du détail, afin de montrer que, en fait, ce n'est pas des données qui sont sorties du chapeau, et que les gens, ils ont suivi une procédure rigoureuse pour essayer de mettre au jour et d'étudier la question. Parce que c'est vrai qu'on peut toujours reprocher, ce que vous pourriez entendre, c'est « oui, mais on fait dire ce qu'on veut aux chiffres ». En fait, ce n'est pas totalement vrai. On met en œuvre des protocoles qui nous permettent, après, d'essayer de constater ce qui se produit. Les chercheurs suisses Rachel Sermier-Desmonté, la chercheuse suisse Rachel Sermier-Desmonté est partie du constat que je viens de vous donner. Les parents, les enseignants, les décideurs sont inquiets que l'inclusion constitue un frein au progrès académique des élèves ordinaires. Alors ils ont commencé, comme tout chercheur, par faire une revue de la littérature des travaux existants sur ces questions-là. Et quand ils ont fait la synthèse de cette revue de la littérature, ils ont trouvé que l'inclusion, a priori, n'avait aucun effet sur le progrès des autres élèves. A priori, pas d'effet. Mais ce qui est vrai, c'est que c'était des situations très différentes, des besoins très différents, et peut-être qu'on compare des choses qui ne sont pas comparables. Donc eux, ils se sont dit, on va s'intéresser à une question très précise, l'inclusion des élèves qui présentent des troubles des fonctions cognitives, et l'effet que cela produit sur les élèves ordinaires, mais en fonction de leur niveau de compétences académiques. Parce qu'effectivement, on pourrait faire des hypothèses distinctes et se dire que ceux qui progresseraient le moins, c'est peut-être les bons élèves, puisque finalement, je suis en train de m'occuper de l'élève là, je ne m'occupe pas de lui puisqu'il est relativement autonome. Donc peut-être que sa courbe de progression à lui pourrait être plus faible. Dans cette étude, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait un suivi sur toute l'année scolaire, une étude quasi expérimentale. Et alors, ils ont pris des précautions, ils ont visé des élèves de CE2, on en parlera tout à l'heure. Il y en avait 280 originellement qui appartenaient au groupe inclusion, donc avec au moins un élève à besoin éducatif particulier dans la classe, 500 qui n'étaient pas concernés par l'inclusion. Ce qu'ils ont fait, c'est que de ces groupes-là, inclusion et contrôle, ils ont mesuré leur quotient intellectuel, leur niveau socio-économique, etc., leur genre, et ils ont apparié les deux populations dans les deux groupes. Ça veut dire que ils ont essayé de rendre des élèves qui ont tous leur singularité le plus possible comparables dans le groupe inclusion, dans le groupe contrôle. D'accord ? Donc si dans le groupe inclusion j'avais un élève dont les deux parents étaient cadres supérieurs, qui avait un quotient intellectuel de temps, ce qu'ils ont essayé de faire, c'est de trouver au plus près dans le groupe contrôle un autre élève qui lui ressemble. Pour que vraiment le seul élément qui varie, c'est soit je partage la classe avec un élève à BEP ou pas. Ça va ça ? Et ils sont arrivés à appairer 404 élèves, 202 dans chaque condition. Donc c'est des effectifs raisonnables, 200 élèves, c'est des effectifs très raisonnables. Alors ils ont aussi essayé de bien circonscrire, puisqu'ils reprochaient que dans les autres études c'était différentes situations d'inclusion, ils ont essayé de bien identifier, alors c'était dans le premier degré en Suisse, dans une classe avec 19 élèves en moyenne,
un élève avec trouble des fonctions cognitives, inclus sur une moyenne de 70%, avec un support à l'intérieur ou à l'extérieur de la classe de 5 heures par un enseignant spécialisé. Donc une fois qu'on a dit ça, on se rend bien compte que ce n'est pas toutes les situations d'inclusion. Mais il faut bien commencer par essayer d'examiner quelque chose de manière fine. Aucun de ces élèves ne souffrait de troubles déficitaires de l'attention, qui peut parfois se produire pour les élèves atteints des troubles des fonctions cognitives. Et les élèves du groupe contrôle se trouvaient dans des classes avec 20 élèves en moyenne, dans lesquelles aucun élève avec besoin éducatif particulier n'était identifié. Alors, on est dans un autre contexte et on ne met pas toujours les mêmes labels. Il y avait très probablement des élèves en grande difficulté également dans ces classes-là. D'accord ? Et ils ont mesuré le niveau académique sur les compétences langagières et les compétences en numératie, en mathématiques. Et comme vous pouvez le voir sur le graphique, puisque je ne peux pas vous spoiler, quand on regarde la courbe de progression des élèves faibles qui partagent l'inclusion avec et la courbe de progression des élèves faibles dans la condition contrôle, pas de différence. Et c'est le même résultat pour les moyens et pour les longs. Donc, de cette... Attends, juste une chose. Oui. C'est quoi le titre effet du temps? Parce que c'est la comparaison entre la fin et le début et la fin de l'année. Okay. Donc ils ont tous progressé, mais ils ont tous progressé de manière équivalente, quel que soit le contexte. Et t'as sommé maths français? Les maths, c'est... oui, là j'ai sommé maths français, et il n'y a pas de différence entre maths et français. Merci de m'avoir dit. Il n'y a pas de différence en maths et en français, ça produit les mêmes courbes de progression. Donc, j'ai volontairement été limiter la portée de ces résultats, parce que je crois aussi qu'il faut être honnête. Hein. Les résultats de cette étude suggèrent que les progrès d'élèves de CE2 se trouvant dans une classe accueillant un élève avec trouble des fonctions cognitives 70% du temps, un support moyen de 5 heures par un enseignant, sont les mêmes que ceux d'élèves n'ayant pas d'élèves à BEP dans leur classe. Donc là, il y a une limite très claire, c'est ce qu'on a dit. C'est pas toutes les situations d'inclusion qui ressemblent à celle-ci. Et puis, ici, on est dans le premier degré. Et on sait que la tradition inclusive, elle est quand même plus importante dans le premier degré que dans le second degré. Et évidemment, les élèves avec troubles des fonctions cognitives, moi dans mes travaux, c'est une question que j'étudie, c'est pas le public que les enseignants rejettent le plus. Puisque, notamment, vous l'avez dit comme une idée reçue tout à l'heure, hein, ils sont faibles, mais ils sont motivés, ou ils sont gentils. Ce qui pose le plus de problèmes, c'est le trouble du comportement. C'est ça qui pose le plus de problèmes. Et donc, dans une deuxième étude plus récente, une chercheuse en économie a travaillé sur cette question-là, en économie de l'éducation, et en fait, elle a fait une étude auprès d'1 million d'élèves du système néerlandais, la moitié dans le premier degré, la moitié dans le second degré. Et ce qu'elle a fait, il y a un examen à la fin du premier degré et un examen à la fin du second degré. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a comparé le niveau de performance des élèves selon qu'ils aient partagé une classe avec un élève à besoin éducatif particulier ou pas. Donc elle a pris ce suivi-là, et ce qu'elle montre, c'est que la présence d'élèves à BEP n'a pas d'effet sur la performance des élèves ordinaires, quels que soient les besoins de ces élèves. Donc si c'était davantage des besoins cognitifs, des besoins sociaux, des besoins affectifs, voire comportementaux. Donc les élèves avec troubles du comportement ne nuisent pas dans cette étude à la performance des élèves ordinaires. Quel que soit le niveau des élèves, comme dans l'étude précédente, faible, moyen, bon, pas de différence. Et quel que soit le niveau d'enseignement, dans le premier comme dans le second degré, ça ne produit pas de différence. Et si vous aviez besoin d'un dernier argument pour vous convaincre, des collègues polonais ont fait ce qu'on appelle une méta-analyse. Donc en fait, ils ont repris toutes les études sur le sujet et ils ont essayé de calculer
la taille de cet effet, est-ce que ça produit un effet, et la taille de cet effet. Et ce qu'il montre, donc là il y a 4 800 000 élèves qui sont concernés par cette étude. Donc je pense que c'est plus vraiment discutable en termes de taille d'échantillon. Ce qu'il montre, c'est un effet positif de la présence d'élèves avec BEP, alors que tout à l'heure on avait un effet 0. Là, eux, sur les 5 millions d'élèves, ils montrent un effet positif sur les performances des élèves ordinaires. Mais ce qu'ils montrent, c'est que cet effet est plus fort dans les pays avec une histoire plus ancienne quant à la scolarisation inclusive. Donc en d'autres termes, plus on va avancer, plus on va prendre des pratiques qui vont servir même